Jean-Paul Pourquier, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes candidat pour les prochaines élections sénatoriales et votre suppléante est Sophie Fauré. Jean-Paul Pourquier, alors pourquoi vous êtes candidat à cette élection alors que vous avez déjà eu des mandats auparavant, notamment comme président du conseil départemental? Écoutez, je pense que je suis candidat parce que dans cette élection, j'ai estimé que mon expérience de maire, de président de communauté, président du conseil général pendant 11 ans, pouvait être très utile à ce mandat de sénateur, d'autant que j'ai beaucoup travaillé à Paris au sein de l'Association des départements de France sur beaucoup de sujets qui concernent la ruralité et la Lozère, et tisser un certain nombre de liens et d'amitiés qui, elles aussi, peuvent être très utiles à ce mandat de sénateur pour faire passer, adopter un certain nombre de propositions qui intéressent la Lozère bien sûr, mais la ruralité en général. Vous avez l'investiture des Républicains. Oui, c'est exact, c'est l'investiture des Républicains. Alors, dernièrement, quelqu'un que vous connaissez bien, Charles Denicourt, qui est ancien conseiller départemental, il a été surpris, lui, par votre candidature. Il trouve que vous avez fait votre temps. Vous lui avez répondu dans la Lozère Nouvelle, mais bon. Oui, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de chicanerie. Bon, voilà, c'est un petit fait de campagne. Certes, il a peut-être pensé à ma retraite et pensé que j'étais trop vieux, que j'avais fait mon temps, mais je lui ai rappelé que lui aussi, en son temps, il s'était présenté à Saint-Chély alors qu'il avait 4 ans de plus que moi aujourd'hui et que ça ne l'avait pas empêché de se présenter pour une élection départementale. Mais bon, je pense que tout cela n'est pas très grave. Vous faites campagne, vous rencontrez les 349 électeurs? Alors, je fais campagne. Rencontrer physiquement les 349, c'est compliqué parce que la campagne est courte et que, comme on s'est décidé un peu tard par rapport à ces nombreuses candidatures, je propose des rencontres, voilà, par secteur, et il y a aussi le téléphone, les mails. Donc, il y a des moyens de communication aujourd'hui qui permettent de rencontrer ou de contacter les électeurs, ou d'avoir un contact ou un lien personnel avec les électeurs, sans pour autant avoir besoin de se déplacer systématiquement partout. Alors il y a beaucoup de candidats à droite. On sait qu'il y a un accord entre vous, hein, notamment pour le second tour. Écoutez, nous avons décidé qu'au premier tour, nous allions, au moins les 3 candidats les plus connus, on va dire, qui sont présentés en premier, nous avons représenté des sensibilités différentes au premier tour. Et au deuxième tour, nous avons décidé de soutenir le candidat qui serait le mieux placé pour battre le sénateur sortant à ce deuxième tour. Du côté de la gauche, et ils sont plusieurs également, qu'est-ce que vous pensez du soutien de Sophie Pantel au sénateur sortant Alain Bertrand? C'est dans l'ordre des choses? Écoutez, oui, c'est dans l'ordre des choses. Bon, alors, vous savez, tous les bruits comme courus, se disant que soutenir aussi, peut-être soutenir Alain Astruc pour différentes raisons. Bon, elle a affiché son soutien à Alain Bertrand, c'était bien. Je crois que la presse en a fait l'écho à plusieurs reprises. Ça me paraît être dans l'ordre normal des choses, bien sûr. Le député Pierre Morel vous soutient? Oui, le député Pierre Morel a pris acte de mon investiture et donc comme secrétaire général des Républicains avec sa présidente donc, et sa colistière, sa remplaçante, bon, elle a pris position pour son collègue Alain Astruc, mais je crois que les Républicains, et Jacques Blanc aussi faisant partie des Républicains, a dit aujourd'hui qu'il me soutenait. Voilà, donc je pense que les choses sont en train de s'éclaircir. Quel bilan vous faites du mandat qui vient de se terminer du sénateur Alain Bertrand? Écoutez, je pense que le mandat d'Alain Bertrand, je pense qu'il n'a pas beaucoup de points positifs. En tout cas, moi, si j'en juge par les échos qu'on a, et s'il y a autant de divisions à gauche, c'est qu'il y a aussi quelques séquelles. Alors je pense que, il a soutenu François Hollande et les différents gouvernements. Il soutient aujourd'hui M. Macron, donc un petit peu changement. Et que tout ça c'est assez mal vécu, mais je veux dire que ces 6 dernières années, si on fait le bilan, pour les collectivités locales, ça a été 11 milliards de suppression de dotations aux différentes collectivités au niveau national, mais dont les collectivités lozériennes. C'était la réforme territoriale
avec les grandes régions, les cantons, les communautés, tout ça a laissé des traces. Et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on en voit des effets négatifs. Et c'est bien peut-être pour cela qu'il y a du ressenti. Après, voilà, il y a des grands chantiers qui n'ont pas avancé. Excusez-moi, mais la RN 88, grand chantier d'enclavement physique, il ne s'est rien passé. Même pas le contournement de monde. Bon, donc voilà, quelques exemples, mais qui, à mon sens, n'ont pas avancé au rythme où ils auraient dû avancer, ou en tout cas, il n'a pas tenu les promesses qu'il avait faites en 2012 lorsqu'il s'est présenté. Alors, Alain Bertrand qui dit qu'il a permis de maintenir l'hôpital, il a amené l'IRM à mandat. Oui, mais il y a aussi quelques points positifs. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait sur le plan mécanique, sur le plan de l'hôpital, et il a obtenu quelques résultats. Il faut en convenir, donc je lui accorde cela, bien sûr. À propos de la RN88, il dit vous êtes ami de Wauquiez, puisque vous êtes dans le même parti, et lui, Wauquiez, il tire la couverture à lui pour la 88. Non, Wauquiez ne tire pas la couverture avec la 88. Il a défendu le contournement du puits, c'est assez logique. C'était dans sa commune et dans son département. Bon, aujourd'hui, moi, j'avais fait des propositions en son temps en tant que président du département pour la RN 88, voyant que le seul financement de l'État ne suffirait pas ou n'aboutirait jamais à la construction de cette 2 fois 2 voies. Bon, j'avais proposé d'autres solutions, y compris la concession. Et rencontré Laurent Wauquiez, entre autres, sur ce sujet, qui m'avait donné son accord et qui était tout à fait favorable à cette version. On avait d'ailleurs tenu ensemble une réunion à Paris et m'avait encouragé à poursuivre dans ce sens, ce que j'ai fait. Mais à l'époque, on avait un gouvernement de droite et c'était M. Mariani qui était ministre des Transports, qui s'était dit prêt à étudier ce que nous proposions. Bon, il se fait que la majorité a changé en 2012 et que François Hollande et son gouvernement, quand j'ai été représenté cette étude, n'ont pas voulu même pas me recevoir ni m'écouter. J'ai été reçu par des sous-fifres au niveau du ministère. Donc voilà, je suis resté là. Et depuis, eh ben, écoutez, malheureusement, je vois que rien n'avance. On nous promet quoi? Des crédits d'études qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas à la hauteur du chantier et du coût de ce chantier pour traverser la Lozère ou pour aller de Pradelles jusqu'à la 75. On a des estimations à 1,7 milliard, 1,8 milliard. Donc ce ne sont pas les quelques crédits d'études proposés qui vont faire avancer les choses. Et si on restait sur le seul financement des plans PDMI tels qu'ils avaient été proposés, comme j'ai dit, il y en a pour plus de 100 ans réaliser l'autoroute. Donc il faut vraiment aujourd'hui trouver d'autres solutions. Soit l'État décide d'une politique de grands travaux. Bon, j'ai entendu M. Macron en faire état un jour pour quelques grands chantiers. Peut-être serait-il judicieux d'inscrire cet itinéraire dans les priorités de ces grands chantiers au niveau national pour qu'enfin on voit le bout du tunnel et qu'on voit que cette autoroute voit le jour. Voilà, mais sinon, si on en reste sur cette situation, ce sont toujours des discours, des mots, rien ne vient, rien n'arrive, et je vous dis, quand je vois quand même, bon, contournement de demande, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la construction de la 88, mais qui est quand même une déviation sur un grand itinéraire national, hein, la liaison entre la 106 Sud et la RN88, et que l'État n'est pas capable d'assumer la totalité, il demande 50% aux collectivités, mais non seulement il demande 50% aux collectivités, mais ce projet ne voit pas le jour. Ça fait des années qu'on en parle, le département a bloqué les financements, et il ne se passe toujours rien. Donc voilà, donc je m'interroge sur les capacités du sénateur sortant à faire aboutir ces projets. Le sénateur sortant qui parle beaucoup d'hyper-ruralité. Il est connu pour ça au niveau national. Oui, c'est un terme qu'il a un peu inventé. Pourquoi pas? Mais bon, moi je parle de ruralité. Alors c'est vrai que dans la ruralité, il y a plusieurs degrés qui tiennent d'abord au niveau de la densité de la population. C'est comme ça qu'il faut le concevoir. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui a vraiment avancé dans le cadre de l'hyper-ruralité? Voilà, moi je veux bien entendre les concepts, mais si un concept, est-ce que ce concept a amené des résultats? Moi j'attends, je demande à voir, je n'en vois pas. Je n'ai pas vu d'avancée significative pour l'hyper-ruralité plus que pour la ruralité. Bon, moi je fais des propositions dans ce sens. J'estime que, par exemple, dans la ruralité, nous sommes obligés de payer un certain nombre de services, notamment le désenclavement numérique, alors que d'autres secteurs l'ont gratuitement. Nous
nous sommes obligés de le financer, le département avec la région et l'État, mais les collectivités locales aussi, et je trouve ça normal. Donc moi j'avais proposé qu'on ait une caisse de solidarité au niveau national pour venir justement alimenter ces espaces peu denses et pour que le service soit gratuit comme partout ailleurs. Bon, je propose également, par exemple, que pour les calculs des dotations aux collectivités, on tienne compte non seulement de la population, mais de l'espace, au travers d'un critère qui serait la densité de population. Voilà, quelques idées simples qui, je pense, peuvent faire leur chemin et porter leurs fruits. Je l'ai déjà développé au sein des départements de France. Nous avons à un moment obtenu des résultats sur les dotations de péréquation pour le département et ça avait un effet significatif puisque nous avions obtenu des millions d'euros de péréquation. Malheureusement, en 2013, les critères étant revus par la nouvelle majorité, nous avons perdu d'un seul coup 7 millions d'euros par an à Lozère. Voilà, donc après on peut faire tous les discours qu'on veut. 20 secondes, on termine. Si vous êtes élu sénateur, vous serez constructif, entre guillemets? Oui, moi, constructif, je ne m'inscris pas, attention, je ne suis pas dans le groupe des constructifs, je suis républicain, mais je compte faire une opposition constructive au gouvernement actuel, M. Macron à sa majorité. Il y a des sujets sur lesquels nous sommes d'accord et que je voterai. Je pense notamment à la réforme du Code du travail, à l'assouplissement des règles pour favoriser l'embauche, bien sûr, mais j'estime aussi qu'il faut des contreparties. Je le dis dans mes articles, c'est qu'il faut aussi que les salariés dans les entreprises s'y retrouvent et que les dividendes ne bénéficient pas aux seuls actionnaires des entreprises, mais aussi aux salariés. Après, il y a des sujets de désaccord flagrant. Aujourd'hui, moi, je suis contre la baisse des dotations aux collectivités. Ils nous demandent encore 13 milliards de plus sur les 6 ans à venir. On supprime la taxe d'habitation, catastrophique en termes d'autonomie fiscale pour les communes. On a déjà supprimé 300 millions d'euros en 2017 de financement aux collectivités. Voilà, il y a l'augmentation de la CSG, la suppression des emplois aidés. Voilà, autant de choses sur lesquelles, bien sûr, je suis en opposition totale avec les propositions de M. Macron. Jean-Paul Pourquier, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes candidat aux prochaines élections sénatoriales et votre suppléante est Sophie Fauré.